Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre avec notre invitée de la semaine. Elle, c'est une femme de poigne, avec son caractère bien trempé, elle a ses multiples combats, elle porte en elle le gène des chatouilleuses. Une femme de droit qui appartient au club sélect des Mahoraises titulaire d'un doctorat, mais aussi une femme de lettres. Son roman intitulé Le contenu de la fiole, publié en 2006, est un ovni dans le paysage littéraire mahorais. Elle s'appelle Laura Ahmed. Bonsoir. Bonsoir. Alors, lorsqu'on voit un peu ce parcours, doctorat en droit, vous occupez de deux associations, dont la Fédération mahoraise des personnes âgées et des retraités. Vous en êtes la directrice. En fait, on ne s'attend pas à trouver quelqu'un comme vous, une femme voilée, une religieuse, une djawlad, comme on dit ici. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de cette dichotomie entre votre parcours et votre apparence ça choque les gens de vous voir, de vous rencontrer à chaque fois? Moi, je dirais que ça m'étonne, mais ça me fait aussi rigoler quand on me dit que les femmes voilées ne travaillent pas, ne sont pas instruites, elles doivent rester au foyer ou elles sont sous l'autorité de leur mari. Parce que nous sommes de plus en plus nombreuses à faire ces études-là, à s'intéresser, à nous poser des questions. Et moi, si j'ai fait du droit, c'est parce que je voulais comprendre la modernisation de notre droit, le droit local. Et j'ai fait mes études, de la licence au master, et j'ai pu faire une thèse en me posant ces mêmes questions. En quoi notre droit local, on ne peut pas l'appliquer? Comment on peut l'appliquer avec le droit commun? Est-ce qu'ils sont applicables tous les deux? Et mon voile n'a pas été une limite, parce que j'allais à la fac avec mon voile. Et si j'entendais des fois Madame Ahmed, c'est un jour de carnaval, je me disais pourquoi? Votre accoutrement. Et je disais, mais est-ce que vous, le matin, vous choisissez vos vêtements? On me répondait oui, moi je fais la même chose, figurez-vous. Très bien, justement, on va parler de votre parcours scolaire. Un parcours sans faute, on peut dire, un bac littéraire, ici en Petite Terre, un master en droit privé à Toulouse, droit privé et droit public, suivi d'une thèse en droit local. Aujourd'hui, vous êtes, comme je le disais, directrice de la Fédération mahoraise des personnes âgées. Après un tel parcours, est-ce qu'on ne s'attend pas à vous voir directrice d'une association, plutôt dans un poste de magistrat, d'avocat? Pourquoi avoir finalement choisi ce monde associatif qui, on le sait, ne paye pas forcément bien? Je crois que pendant mes études, la question principale, c'était vraiment la personne, les familles, que ce soit les femmes, les époux, quel que soit le statut, les enfants, que nous connaissions notre droit. Et je me suis rendu compte que le mouvement dans lequel nous étions, nous cherchions à l'époque, c'est en 2004, c'est assez loin, mais quand je faisais mon bac sur Apamandi, on était déjà dans cette mouvance modernisation du droit privé. Et le droit que moi je connaissais, ce que j'entendais, c'était la femme n'avait pas de droit, c'est le mari qui choisissait. Il y avait cette histoire de polygamie, c'est des droits qui n'étaient pas connus. Et je voulais vraiment voir, vraiment comprendre par moi-même, par mes recherches, en quoi le droit commun avait quelque chose de plus, de mieux que le droit local. Est-ce que vraiment le droit local, c'était le vilain petit canard qui vraiment n'avait rien à offrir? Alors, quel est le mieux, le droit local ou le droit commun? Moi, je dirais que ces deux droits peuvent s'articuler parce que notre droit local nous donne des droits, nous reconnaît des droits. Il y a des situations qui sont favorisées par les deux droits et il ne faut pas fermer la porte à l'un des droits parce qu'on va nous dire le droit commun a des avantages, le droit commun nous reconnaît des droits. C'est vraiment les deux droits et il convient aujourd'hui de notre société d'être informé, qu'on soit sensibilisé. Comme ça, quand on fait un choix, le choix de notre droit commun ou le droit local, on va dire je veux me marier en droit commun, on sache dans quoi on s'embarque. Et c'est la même question qu'on peut se poser en matière de droit local. D'ailleurs, beaucoup ont choisi sans savoir vraiment vers quoi ils s'engageaient, vers quoi, quelle difficulté ou
complexité, ils se retrouvaient. Lorsqu'ils Oui. disent droit commun, je veux être droit local, ils ne savaient pas forcément ce que ça voulait dire. Oui, parce qu'il n'y a pas eu une information. Nos coutumes, on dit toujours que le droit local, les sources, ce sont les coutumes, mais il y a le Coran. L'islam, en fait, nous a donné plusieurs prérogatives à nous les femmes et aussi des droits. Donc il aurait peut-être convenu d'écrire ces fameuses coutumes, de mettre un mot sur nos sources et bien sûr ne pas oublier cette évolution qui a été faite en contact du droit français. Mais vraiment mettre les points sur les i sur les deux droits. Hein. Et aujourd'hui, souvent, on va résumer le droit local dans certaines règles. Des options qu'on transforme en droit ou en devoir alors que non. Par exemple, la polygamie, ce n'est pas un droit, c'est une faculté. C'est celui qui va remplir toutes les conditions qui sont cumulables, qui peut faire la polygamie. Et il est dit vraiment que lorsqu'on ne se sent pas capable en fait de prendre en charge toutes ces familles qu'on va créer, il vaut mieux se contenter d'une femme. Être marié, faire le mariage monogame, mais on va se dire non, c'est la sunna, donc moi je veux la suivre, mais derrière, il faut savoir qu'il y a des ressources qu'il faut employer, mais employer justement par rapport à chaque situation. Les enfants qu'on a avec la femme A et la femme B, la femme C doit être réemployée de la même manière. Chaque personne doit avoir son droit, mais pas privilégier une famille par rapport à une autre. Voilà pourquoi vous êtes dirigé vers ce monde associatif pour aider les personnes à mieux connaître justement ces droits, leurs droits aussi ici à Mayotte. Justement, de nombreux Mahorais diplômés reviennent ici. Ils se plaignent de la difficulté de trouver un poste avec un doctorat en poche. Est-ce que vous avez rencontré cette problématique à votre tour ? Pas du tout, parce que quand je faisais mes études, j'ai fait très attention en fait à construire un projet d'études, à venir en fait vers les professionnels, à me tourner vers eux pour faire un stage, mise en situation, venir faire la différence en fait quand on fait un stage en métropole et quand on fait un stage à Mayotte. Je voulais venir travailler à Mayotte, donc il fallait que je passe par cette case-là. Je suis venue au tribunal où j'ai fait un stage, où j'ai regardé en fait comment les juges travaillaient, comment ils appliquaient le droit, comment ils accompagnaient les personnes dans ces deux droits. Et je travaillais dans un syndicat pour voir le côté, les droits des salariés, s'ils étaient respectés ou pas, et comment on pouvait solutionner toutes ces problématiques, mais surtout toutes les connaissances que j'avais eues, que je puisse voir en fait leur praticabilité. Il fallait que je fasse ça pour me dire, je ne me suis pas trompée, ok, je vais être utile à Mayotte. Alors, à votre retour, vous travaillez 1 an au service de l'état civil, au sein du tribunal. Que retenez-vous de cette expérience ? Alors, quand j'ai travaillé au tribunal au service de l'état civil, c'était pendant 1 mois, où j'ai en fait vu le travail que la CREC avait fait, la commission de révision de l'état civil. Et j'ai pu voir, en fait, c'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait que les Mahorais soient accompagnés dans l'information de leurs droits. Et quand je suis partie là avec plein de questions, mais comment ça se fait qu'après que la CREC ait fait tous ces changements, toutes ces modifications, il y ait ces demandes qui ont explosé, qu'il y a beaucoup de dossiers au tribunal, où des gens qui veulent dire, oui, mais moi, on m'a changé mon nom, mais c'est pas mon nom. Moi, on m'a dit qu'en fait, il y avait des erreurs, on m'a pas expliqué comment je fais. Ou il y en a, dans une même famille, on va trouver 3 frères et sœurs, chacun va porter un nom différent. Parce que l'autre voulait reprendre le nom de son grand-père, l'autre ne voulait pas, un autre a complètement changé son nom, et pourtant c'est une même fratrie. Je suis passée au CDAD après, au Conseil départemental d'accès au droit, où j'ai eu encore cette possibilité d'accompagner les gens, l'information. Et je me suis rendu compte que la population était en demande de ces informations. Oui, on a des droits, ils veulent les connaître. Oui, le droit commun a des avantages, mais ils veulent aller plus loin. Et nous, en tant que professionnels, on se dit, il faudrait en fait qu'on casse cette culture d'aller vers un droit parce qu'il a des avantages. C'est vraiment des droits et des obligations que chacun doit connaître pour en fait les appliquer, les exercer et surtout les faire prévaloir. Alors, vous dites souvent que les Mahorais sont éloignés du droit. Comment expliquez-vous cet éloignement, le fait qu'ils ne connaissent pas autant toutes ces règles qui régissent pourtant leur vie au quotidien ? Parce que le ras-le-bol, on va vers une institution, on n'a pas une réponse ou la réponse qu'on recherche. On nous dit de voir les spécialistes qui sont sur place, ils vont voir les avocats, mais ils se disent, ouh là là, l'avocat, il faut payer cher.
Il y en a qui savent pas, qui peuvent avoir accès à certains dispositifs. Donc il faut qu'on informe. L'aide juridictionnelle, par exemple. Une femme qui ne travaille pas, qui est séparée de son mari, elle va se dire, je ne vais pas aller vers le tribunal parce que je n'ai pas d'argent pour payer l'avocat. Et on ne va pas lui dire, oui, mais vous avez l'aide juridictionnelle qui va vous aider à accéder à ce service-là. Donc, un Mahorais qui va aller, qui ne va pas trouver la réponse qu'il veut, qu'est-ce qu'il va se dire? Finalement, le tribunal n'est pas fait pour moi, il est fait pour d'autres. Mais il faut que nous, en fait, souvent, on dit aux usagers de prendre sur soi quand on commence, quand ils ont eu le courage de venir devant nous, il faut que nous, en fait, on puisse les motiver pour qu'ils aillent jusqu'au bout du parcours. Il y a aussi cette peur aussi de tout ce qui représente l'administration française, non? Ah oui, bien sûr, ils ont des préjugés. Ils vont dire, oh, c'est un juge, oulala, c'est cette image, c'est ferme, il va me dire, je vais lui dire quelque chose, peut-être il ne va pas me comprendre. Est-ce que le tribunal ne va pas me contrôler? Il y a plein de choses. Hein. Et souvent, on dit dans la société, une femme qui va aller au tribunal pour demander, par exemple, une pension alimentaire, après la séparation avec son époux, on va lui dire, de toute façon, elle s'intéressait qu'à mon argent. Donc là, ça me prouve. Et pour éviter ça, parce que la femme mahoraise, c'est une femme forte, aussi orgueilleuse, elle veut dire, moi, je peux me débrouiller. Nos parents, beaucoup se sont débrouillés sans des époux qui étaient là ou après la séparation. Donc, elles vont continuer ce schéma-là. Et nous, en fait, nous, les professionnels, on devrait en fait les amener vers nous. Vraiment. Et ça, on ne peut faire qu'en faisant des manifestations, des campagnes d'information pour attirer le public vers leurs droits. Vous avez aussi collaboré avec les syndicats en tant que juriste. Régulièrement, l'actualité nous montre que ce sont les syndicats et les associations qui portent les combats de Mayotte. Les problèmes de transport aérien, par exemple, les routes défectueuses, les embouteillages, mais aussi un souci majeur, l'absence d'expertise juridique dans ces contestations, ces associations. Est-ce que cela joue un rôle important d'avoir un juriste au sein d'une association pour faire avancer des causes, des combats de consommateurs notamment? Ah oui, bien sûr. Un syndicaliste, je crois qu'il est comme un poisson sur la scène publique, sur la route. Quand il va prendre le porte-voix pour dire voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, nous on va faire une manifestation pour le dire. Mais derrière, il y a des dossiers qui doivent être traités, des dossiers qui vont être montés. Donc ces dossiers qui ont besoin d'être constitués, il faut qu'il y ait des compétences. Et des juristes en droit du travail, il en faut à Mayotte. Il en faut à Mayotte parce qu'il faut savoir en fait mettre vraiment dans un cadre, rédiger un document qui va être accessible à leurs partenaires. Aujourd'hui, les syndicats, il faudrait qu'ils travaillent avec les tribunaux. Il faudrait par exemple qu'ils soient accompagnés pour aller vraiment vers le bon interlocuteur. Il faut qu'on leur apprenne à rédiger, par exemple, un document qui reprendrait les grandes lignes d'une consultation juridique. Il faut que les avocats entrent dans les syndicats. Il faut qu'ils fassent des consultations juridiques à titre gratuit ou qu'ils trouvent un autre système, mais que l'avocat vienne dans le syndicat pour rencontrer ces salariés qui ont des difficultés et pour donner les armes, les outils nécessaires au syndicat de l'après la route. Après la route, on fait le document, on va devant le tribunal. Rien que si une demande est bien formée, la recevabilité, une fois qu'on a passé cette étape-là, eh bien là, on va pouvoir échanger avec les tribunaux. C'est justement pour ça que vous dites qu'aujourd'hui, les syndicats n'ont pas forcément les bonnes méthodes pour avancer. Oui, parce qu'il faut qu'il y aille jusqu'au bout. On fait la grève chaque année à Mayotte. On va vraiment apporter le combat sur la route, mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas, il faut aller plus loin. Plus loin, c'est vraiment avoir ces compétences-là. Il faut avoir les compétences pour porter, une fois qu'on a passé cette étape de la route, aller devant les institutions. Alors, on va passer à la seconde partie de cette émission consacrée à l'actualité. Certains faits vous ont marqué. On commence d'abord par ce salon du livre qui vient de fermer ses portes. Pour la première fois depuis 11 ans, des auteurs mahorais étaient présents. L'occasion pour nous de parler de votre premier roman. Alors, le contenu de La Fiole, roman publié en 2006, est-ce que c'était juste une expérience de jeunesse ou est-ce que vous comptez vraiment reprendre ce travail littéraire Je dirais qu'après mon bac, je me suis surprise à rêver d'être une romancière.
Je lisais beaucoup d'ouvrages de Daniel Steele, je lisais du Victor Hugo, Émile Zola. Ce sont des auteurs en tant que... Donc j'ai fait un parcours de littérature. Il me faisait rêver. Et j'aimais beaucoup écrire ce qui me passait par la tête, où je m'imaginais un monde parallèle au mien. Et l'écrire, en fait l'exprimer, m'a fait aller plus loin. Pourquoi ne pas être écrivaine, écrivaine mahoraise, écrire sur mon île, faire la promotion de mon île. Et je me suis dit, pourquoi le dire, l'imaginer dans ma tête, je vais sauter le pas. Donc, tout ce que j'avais écrit depuis mon tout jeune âge, je l'ai regroupé. Je me suis dit, je vais envoyer, après on va voir. Et j'ai trouvé un éditeur qui m'a répondu, la Société des écrivains. Et là a commencé ce travail ardu de correction, de modification, mettre en avant certains paragraphes, certaines histoires, le personnage. Et rapidement, ça parlait de quoi le contenu de la fiole, c'est vraiment nous, les Mahorais, comment on vit à certains âges. Par exemple, il y avait une partie où on nous disait tout le temps, on ressemble à un tel, fais ci, fais ça. Ou bien quand cette histoire de, quand j'aurai mon bac, enfin je pourrai quitter Mayotte. Oui, on va quitter Mayotte, on va aller ailleurs parce que l'ailleurs nous attire plus. Mais finalement, Mayotte nous manque quelque part, on revient. J'essaie d'exprimer tout ça, d'exprimer ces émotions-là dans cet ouvrage-là. Vous avez aussi été interpellé par cette catastrophe, ce cyclone qui a dévasté une partie du Mozambique, mais aussi par ces séismes. Vous craignez ces phénomènes pour Mayotte ? Bien sûr, nous sommes sur une île, nous sommes entourés d'eau. Donc j'imagine aisément qu'une catastrophe pourrait nous effacer de la surface de la Terre. Et nous n'avons pas en fait les outils pour nous en protéger, l'information. On ne sait pas en fait nos séismes, d'où viennent, quelle est leur source, est-ce que c'est un volcan, est-ce que c'est un forage, qu'est-ce que c'est des expérimentations, on ne sait pas. Et le fait en fait de savoir, souvent on appréhende mieux. On ne s'enferme pas dans des peurs incomprises, on n'arrête pas de vivre, par exemple. Il y en a qui sont complètement catastrophés, ils ont peur. Il y en a qui sont allés à la Réunion. Pendant les séismes, se sont dit, voilà, on va aller là-bas en attendant que ça passe. Mais n'empêche que ça ne passe pas, c'est encore là. C'est encore là. Et nous autres qui sont là, aujourd'hui, on se dit, tiens, tremblement de terre. On ne réagit plus de la même manière. C'est qu'on a commencé à accepter, mais la peur reste toujours là. Alors, autre chose, cette plainte contre l'État, contre le conseil départemental concernant l'état des routes, un vrai enjeu pour la qualité de vie des Mahorais. Vous vous battez aussi pour améliorer cette qualité de vie. Vous habitez à Mtamboro, vous faites tous les jours le chemin Mtamboro-Mamoudzou. Comment vous faites ? J'aurais aimé mettre un coussin sur mon siège pour que ça soit plus confortable, parce qu'on a assez de nids de poules, une partie de la route qui n'existe plus, et il n'y a pas cette courtoisie sur la route. Donc, surtout pour les embouteillages, parce que ça vous oblige à réorganiser votre vie. On sort à 4 heures du matin à la maison, ou le temps de faire la prière, où il y en a qui ne font même plus la prière chez eux, mais dans leur lieu de travail, pour en fait être à l'heure, pour subir moins l'embouteillage. Mais souvent, ça ne change pas quand on sort à 4 heures ou à 5 heures. Il y a beaucoup de voitures, les routes ne sont pas en c'est pas en bon état, et ça ne change pas. Chaque année, on remarque la même chose, et finalement, ça fait partie de notre vie de tous les jours. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement améliorer cette qualité de vie Construire de vraies routes, des vraies routes qui restent. Imaginons construire une vraie route qui, pendant 5 ans, on ne va pas faire encore des travaux, ou à peine on a fait la route, il y a des travaux qui vont être programmés, mais il fallait peut-être faire ces travaux en même temps, mutualiser tous ces projets-là. Et ça serait intéressant de peut-être, en matière de droit de travail, ici à Mayotte, faire beaucoup d'informations sur le télétravail, pouvoir travailler à la maison, la confiance sur les lieux de travail, pouvoir en fait délocaliser ou décentraliser les bureaux, créer des zones d'activité sur Dzoumogné pour les gens qui viennent du nord, ou M'Tsangamouji, aller là-bas, désengorger Mamoudzou pour monter plus haut, et comme ça en fait qu'on ait une capitale, quand on descend de là-bas, on se dit
Là, je suis à Mayotte, je vois tout de suite sa richesse, je vois sa beauté. Bon, on arrive à Mayotte, à Mamoudzou, embouteillage, il fait chaud, on voit plein de trucs, ça va pas, machin. Ouais. Alors, vous avez un bagage au niveau des diplômes. Vous êtes engagé pour améliorer la vie des gens à Mayotte, faire connaître leurs droits. Vous connaissez en droit aussi. Est-ce qu'un jour vous imaginez peut-être vous lancer dans la politique qui pourrait réunir un peu toutes les cordes que vous avez à votre arc? Non, j'ai une association, un projet d'études que je suis allée jusqu'au bout encore une fois. Narihime, une association pour le soutien juridique et social des familles et des personnes morales comme physiques. Je crois qu'en travaillant plus près de la population, on peut améliorer les choses. Et à partir de là, dire à nos institutions, voilà nos réalités. Maintenant, projetons-nous avec ça, mais ne nous disons pas j'ai rêvé un jour et je vais faire ça. Non, il y a la population qui crie sur leurs besoins, écoutons-les. Et je crois qu'en faisant de l'accompagnement, en expliquant le droit, on a moins d'appréhension, on accepte plus le droit parce que le droit fait partie de tous les jours. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours étonnée que les associations n'aient pas un juriste, vraiment un responsable juridique de l'association, pour leur donner les outils, en fait, les documents clés, pour être tranquille. Et après, on se concentre dans le travail. Et pourquoi? C'est qu'ils n'ont pas le moyen de payer ces juristes, ou ces juristes ne veulent pas travailler bénévolement? Les associations, déjà, comptent beaucoup sur des subventions. Je n'ai pas trop rencontré des associations qui travaillent avec les dons. Le bénévolat s'épuise, on n'arrive pas à les fidéliser, à les professionnaliser. Et après, un juriste, est-ce qu'il va accepter en fait? Il va accepter de travailler un certain nombre d'heures sans être payé comme il voudrait. Et moi, j'aurais tendance à dire, oui, les juristes, venons dans les associations, travaillons une moitié salarié, une moitié bénévolat, mettons à disposition nos compétences. Alors, l'émission touche à sa fin. On va faire 2 dernières questions. Est-ce que vous avez quelque chose que vous regrettez du passé de Mayotte? Oui, nos valeurs. On avait beaucoup de solidarité, ce partage-là. L'environnement de vie était plus agréable. Avant, je sais que je pouvais aller de Mzamboro à Mounier à pied. Je pourrais aller au champ. Je voyais plein de gens qui cultivaient autour de nous. On saluait, on faisait des échanges de produits. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, et pour l'avenir, comment vous le voyez à Mayotte? L'avenir, j'aimerais participer au développement de notre territoire, mettre à disposition mes compétences et appeler mes compatriotes à faire la même chose et qu'en fait, on assume. On assume qu'on est sur une île, qu'on a des compétences, qu'on peut faire, on a de l'ingénierie à vendre. Il faudrait que nos institutions s'arrêtent sur nous, les compétences qui sont sur place. Après, si on n'a pas ou c'est pas assez, qu'ils aillent voir ailleurs, si l'herbe est plus verte, après qu'ils viennent ici, mais qu'on travaille ensemble. Vraiment pour le Mais je veux dire, l'avenir, comment vous l'imaginez? Parce que vous êtes romancière aussi. Comment vous imaginez la vie à Mayotte, par exemple, dans 20, 30 ans, 50 ans? Est-ce que vous pensez qu'on sera encore dans la situation actuelle, les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui? Soit ça va s'aggraver, ou ça va s'améliorer. On n'aura pas le choix. Soit on va s'y mettre pour changer les choses, mais travailler ensemble, soit on va se laisser encore vraiment étouffer par ces mêmes problèmes, parce que vu la vitesse où ça va, je pense que ça va s'aggraver. Ça va s'aggraver parce qu'il faudrait en fait qu'on comprenne que Mayotte a toujours été un territoire d'accueil. On a toujours cherché la sécurité ici, mais aujourd'hui la sécurité n'est pas, et on ne peut pas être un territoire d'accueil si nous-mêmes les Mahorais, nous ne sommes pas bien chez nous. Nous ne sommes pas bien chez nous, comment on veut être bien avec les gens qui arrivent? Donc il y a de l'immigration sur notre territoire. Moi, je ne vois pas des clandestins, moi je vois des personnes, une population qui arrive, qui recherche des moyens pour améliorer leur vie, mais nous-mêmes on cherche ça. Mais que chacun contribue, mais que certains ne viennent pas pour dire je vais me servir, le gâteau est à partager, on prend ce qu'on veut et on jette le reste. Non, c'est vraiment vivre ensemble. Et le vivre ensemble, ça veut dire partager ensemble, soutenir, s'entraider. Alors, je vais vous laisser le mot de la fin, nous dire qu'est-ce qui, pour vous, un mot que vous souhaiteriez, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous souhaiteriez dire aujourd'hui. Générosité. Vraiment, Mayotte, c'est la générosité et ça a tendance à disparaître et on devrait retrouver ça. Merci beaucoup, Laura Ahmed.
Merci aussi à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de l'invité de la semaine. Je vous laisse pour cette semaine et peut-être la semaine prochaine, vous retrouverez votre présentateur habituel, Shamsuddin. À bientôt.